Merci Patrick. Bonjour à tous. Je vais donc vous présenter la publication de cette année dans le British Medical Journal of Medicine en janvier, qui concernait la metformine en première intention dans le traitement du diabète de type 2. Sommes-nous certains? Je tiens à préciser que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec ce que je vais vous présenter. Alors, vous le savez parfaitement, dans toutes les recommandations internationales et nationales, en particulier de la HAS, la metformine est le traitement pharmacologique de première intention chez les patients diabétiques de type 2 après échec des règles hygiéno-diététiques. Une recommandation de grade B qui signifie que le niveau de preuve n'est pas parfait, bien sûr, mais suffisant. Voici la justification, page 54 de la recommandation de la HAS en 2013, qui tout simplement justifie la place de la metformine en première intention par une seule étude qui s'appelle UKPDS 34. Parce que la metformine aurait donc prouvé son efficacité sur des critères cliniquement pertinents comme la mortalité liée au diabète, la mortalité toute cause et même le risque d'infarctus du myocarde. Donc c'est assez impressionnant. Le problème, c'est qu'en 1998, quand la publication est parue dans le Lancet, il y avait un éditorial d'un éminent diabétologue, David Nathan, qui précisait quand même que ces résultats devraient être pris avec précaution, devraient être acceptés avec précaution. En effet, c'était des patients d'abord en surpoids. Ça ne concernait pas des patients dont l'IMC était inférieur à 30. C'était une petite étude, 342 patients versus 411 dans le groupe non traité, et des résultats spectaculaires sur la mortalité totale avec un nombre de patients à traiter de 14. Donc, pour éviter un mort, il faut traiter 14 personnes pendant 10 ans. Ce sont des résultats qui n'ont jamais été reproduits dans la littérature scientifique. De plus, dans l'étude, il y avait une anomalie qui était une surmortalité dans le groupe traité par metformine avec des sulfamides versus sulfamide. La mortalité totale était augmentée de 60% et, curieusement, ce résultat a été attribué au hasard, pas de chance, alors que les résultats positifs ont été attribués à la metformine. Et depuis, on assiste à une citation en boucle des résultats positifs, créant ainsi l'illusion que tout est bien établi, tout est parfait, la metformine a prouvé son efficacité. Et là, malheureusement, une seule étude ne suffit pas. Alors moi, j'ai dit stop avec mes co-auteurs dans l'article. Il faut arrêter de se baser sur une seule étude pour conclure à cette efficacité et bien prendre en compte l'ensemble de la littérature des essais cliniques randomisés. C'est ce que nous avons fait précédemment dans une méta-analyse en 2012 qui est parue dans PLOS Medicine, qui faisait la synthèse des études sur la metformine. Et globalement, il n'y a aucun effet démontré à ce jour de la metformine quand on prend l'ensemble des études, y compris sur la mortalité totale, mortalité cardiovasculaire, infarctus du myocarde et même les complications microvasculaires. Alors, bien sûr, cela nous interroge sur la validité de la seule étude positive qui était UKPDS. Pourquoi celle-ci montrait un résultat favorable alors que l'ensemble ne donne pas de résultat favorable? Eh bien, en fait, il faut analyser les biais de cette étude et cette image est là pour simplement signifier que l'étude n'était pas en double aveugle. Il n'y avait pas de groupe placebo et donc déjà l'étude était biaisée par cet aspect-là. Ensuite, en 1998, vous aviez ces résultats que je vous présente sur la mortalité totale avec un petit p, vous voyez, qui était à 0,17 pour la mortalité totale et 0,11 pour le risque d'infarctus. Le seuil de signification statistique choisi au début de l'étude était 0,01 en 1977. Donc, selon vous, et selon tout le monde, ces résultats devraient être considérés comme non significatifs. Mais, curieusement et sans explication, il y a eu une modification du seuil de signification statistique au cours de l'étude pour arriver, en 1998, à un petit p inférieur à 0,05
et bien sûr, ça a changé la face du traitement du diabète de type 2. Ce petit changement anodin, qui peut paraître complètement anecdotique, est en fait probablement à la base de cette illusion que la metformine est un traitement ayant prouvé son efficacité. Un autre problème était celui des analyses statistiques multiples. En fait, dans UKPDS, il y a à peu près une centaine de tests statistiques, ce qui fait que le hasard peut tout à fait donner 5%, si on prend 5% comme seuil de significativité statistique, le hasard peut donner 5 résultats faussement positifs. Dans UKPDS, sur 100 tests statistiques, il y avait 5 tests positifs. Donc tous ces arguments ont été repris, bien sûr, dans l'article. Ensuite, nous avons analysé l'étude qui a fait aussi beaucoup de bruit, le suivi du KPDS à 10 ans, qui est paru dans le New England Journal of Medicine. Mais cette étude, je vais passer vite, était déjà biaisée initialement, et ensuite, ces études de suivi sont encore plus biaisées parce qu'il s'agit d'observations simples. On ne contrôle plus rien dans les études. Voilà, donc c'est une étude qui est à l'origine du concept de mémoire glycémique, c'est-à-dire de traiter le plus tôt possible les patients diabétiques pour un bénéfice tardif. Et en fait, l'article remettait en question cette idée-là parce qu'il est basé sur des preuves très fragiles. Alors peut-être que vous vous sentez un peu perturbé, parce que comment c'est possible que toutes les recommandations disent ça? On fait ça depuis maintenant 30 ans, donc je sens peut-être un peu d'inquiétude dans la salle. Voilà, donc moi je vais quand même essayer de vous rassurer. Bon, si l'objectif thérapeutique est de contrôler la glycémie, alors la metformine reste le médicament ayant le meilleur bénéfice-risque, puisqu'elle a peu d'effets indésirables graves, même en cas d'insuffisance rénale. Le risque d'acidose lactique est très rare, donc les risques faibles font que si vous voulez contrôler la glycémie, ça reste le meilleur traitement. Donc finalement, les recommandations ne se trompent pas en disant que c'est peut-être le traitement le meilleur pour l'équilibre glycémique. Néanmoins, si son efficacité n'est pas démontrée, vu qu'elle est mal tolérée, et ses effets indésirables sont peut-être de trop, si la metformine est réellement inefficace. La vraie conclusion, c'est qu'il est impossible de conclure parce qu'il n'y a pas assez de données. Il n'y a pas assez d'essais cliniques randomisés. Le diabète de type 2 est une maladie très rare. Et en fait, on n'évalue pas vraiment les traitements. C'est très compliqué. Il n'y a pas assez de données, quoi. Alors, il y a aussi le problème que... donc, à cause de ce manque d'essais cliniques, bien sûr, les méta-analyses n'ont pas assez de puissance pour démontrer un effet, mais il reste aussi la possibilité que la metformine soit réellement inefficace. Souvenez-vous, il y a une étude qui s'appelait UGDP qui testait l'ancêtre de la metformine, c'était la fenformine, un autre biguanide dans les années 60. Et cette dame-là a sûrement pris ce traitement. En fait, dans cette étude, la fenformine n'a pas montré d'efficacité et au contraire a été retirée du marché pour des effets indésirables très graves. Donc l'ancêtre de la metformine n'était pas vraiment un bon médicament. Sur le plan pharmacologique, la fenformine et la metformine se ressemblent beaucoup. Et donc il n'y a pas de rationnel pharmacologique à l'efficacité de la metformine. De plus, si l'objectif du traitement du diabète de type 2 est de diminuer les complications microvasculaires, comme c'est précisé dans les recommandations, pourquoi choisir la metformine en première intention? Dans UKPDS, il n'y avait pas de preuve d'efficacité, et en méta-analyse, il n'y a pas de preuve d'efficacité. Donc si la justification de la première place de la metformine dans le traitement du diabète de type 2, c'est de diminuer les complications microvasculaires, ce n'est pas fondé sur des preuves. Voilà, je vais donc finir pour vous dire que, en fait, cette question est en fait connue quand même en particulier de certains, comme le professeur Rury Holman, qui est un des investigateurs principal de l'UKPDS, qui disait dans un congrès, ne se n'était pas, que le rapport bénéfice-risque de l'antidiabétique oral le plus prescrit dans le monde, et ceci depuis 50 ans, n'est pas encore précisément connu. Et donc le journaliste de cette revue disait « On croit rêver, après 50 ans d'utilisation de la metformine, il reste toujours des zones d'ombre ». Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un grand essai clinique qui est en cours, qui s'appelle CLINT, qui va finalement probablement trancher
et qui va, même s'il n'évalue pas la metformine chez les diabétiques, mais chez les intolérants au glucose, mais c'est assez proche, donc on peut penser que sur 12 000 patients, le résultat de cet essai clinique sera vraiment déterminant pour la metformine. Je vous remercie pour votre attention. Max Widowski, Paris 7. Tu avais fait déjà cette interview donc chez nous à Paris 7 et ça m'avait énormément perturbé parce que moi je prends de la metformine depuis 15 ans à peu près. Et qu'est-ce que tu vas me donner comme traitement maintenant alors pour mon diabète? Une statine et un IEC peut-être? Non. Si l'objectif c'est de diminuer l'HbA1c, la metformine, je vous en prescris tous les jours. Bien sûr, je vais vous rassurer. J'extrapole comme tout le monde. J'espère que ce traitement est bénéfique. Je l'espère. Donc la metformine n'est pas un médicament à arrêter. Mais le but, c'est de prendre conscience que le niveau de preuve est faible et il y a peut-être d'autres choses à faire. Faire un peu de sport, perdre du poids. Bonjour, Benoît Soulier, chef de clinique à Caen. Moi j'avais une question. Vous dites qu'on ne peut pas conclure car absence de données. Quelle est la place du biais de publication? Est-ce que vous avez eu accès aux données non publiées de l'industrie du médicament pour votre méta-analyse? Donc, si je recomprends ta question, c'est est-ce que j'ai eu accès à des données non publiées sur la metformine? Voilà, oui. Parce que... Alors, il faut savoir que les données non publiées sont en général plutôt non concluantes, négatives. Donc, ça irait plutôt dans le mauvais sens. En général, s'il y a une étude positive, elle est publiée. Donc, je n'ai pas accès aux données non publiées. J'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup. Et en tout cas, si elles étaient positives... En tout cas, si elles étaient négatives, elles iraient dans votre sens et ce serait intéressant justement d'avoir accès à ces données-là. Ah, bien sûr, ça aujourd'hui, maintenant, les nouveaux essais sont enregistrés. Maintenant, on ne peut plus faire des essais avec justement le fait de les cacher les résultats. Ouais. Mais je ne peux pas répondre à ta question. Je n'ai pas accès aux données non publiées. En fait, je voudrais plutôt faire une remarque. Si la metformine est le médicament le plus prescrit dans le monde chez les diabétiques de type 2, et qu'on ne sait rien de son efficacité en termes de prévention des complications, ce n'est pas l'industrie pharmaceutique qui, aujourd'hui, avec le prix de ce médicament dans le monde entier, ce n'est pas l'industrie pharmaceutique qui va se relancer dans une étude, j'allais dire non pourrie, plutôt non biaisée, comme est UKPDS. Et donc, comme les systèmes de santé, d'une certaine manière, à travers leurs recommandations, ou les spécialistes du diabète préconise la metformine en première intention chez tous ces patients-là, y compris les maigres, ne serait-il pas quand même de la mission des systèmes de santé de mettre en place ce genre d'essai de manière indépendante, parce qu'il ne faut pas compter sur l'industrie là-dessus, ne serait-il pas de la mission des autorités de santé de faire un insert randomisé chez les diabétiques de type 2 en première intention non compliqué, avec la metformine versus un placebo, puisque finalement, aujourd'hui, il n'y a aucun médicament qui a montré qu'il faisait quelque chose en termes de prévention des complications macro ou micro. Voilà, c'était juste une question que je voulais te poser. Est-ce que tu pourrais aller voir Madame Touraine ou l'INSERM pour leur suggérer que vraiment, ça serait intéressant pour les millions de patients diabétiques, au moins français, de savoir ce qu'il en est, quoi. Bon, alors d'abord, merci Denis de ta question. D'abord, il y a cet essai qui sera vraiment informatif. Parce que les patients inclus dans cet essai, 12 000 patients, à haut risque cardiovasculaire, ayant une glycémie autour de 1,15 g, 1 g prédiabétique, on appelle, intolérant au glucose, vont nous donner une information sur la metformine. Ça, c'est clair que là, on va avoir vraiment un niveau de preuve élevé. Et on pourra peut-être extrapoler, si les résultats sont concluants, chez les prédiabétiques, aux diabétiques. Et là, tout ce que je viens de vous dire sera du coup tranché, on peut dire. Là, c'est un critère cardiovasculaire habituel. Et puis, pour savoir, on a demandé, avec les collègues avec qui on a écrit l'article, on a demandé un tel essai, et aujourd'hui, vous vous rendez compte que personne ne veut faire un tel essai, puisque c'est évident que ça marche. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une illusion d'efficacité, et quand vous discutez avec d'autres, c'est impossible.
Les gens sont convaincus donc on ne peut pas faire d'essai, c'est pas éthique, c'est considéré comme pas éthique, puisque les gens pensent que c'est efficace. Donc les pouvoirs publics se réfèrent aux experts, que sont les diabétologues, et pas nous. Et du coup, il n'y a pas de possibilité de faire d'essai aujourd'hui dans le diabète de type 2. Très bien, merci Rémi.